concocté par Binge Audio. Un jour, je vais être maman. Peut-être, je sais pas quand et je sais pas non plus comment. Parce qu'en tant que femme lesbienne, je vis une situation étrange. Mon pays considère que j'ai le droit d'être mère. Parce que j'ai le droit d'adopter l'enfant de ma compagne. Mais j'ai pas le droit de le concevoir avec elle sur le sol français, puisque la PMA est réservée aux couples hétéros. Pour combien de temps encore ? Impossible à dire. Je suis suspendue, comme beaucoup de femmes, à une décision des parlementaires français. Il y a bien un projet de loi qui prévoit l'ouverture de la PMA aux couples lesbiens et aux femmes célibataires, oui. Il est toujours en discussion. Ça fait 2 ans. Presque 10 ans aussi que la PMA est dans le débat public. On est en 2021. Je préfère pas compter le nombre d'années où je me suis dit « ça y est, cette fois, c'est la bonne ». Je préfère me rappeler que plus de 2/3 des Françaises et Français sont favorables à cette ouverture de la PMA. Que des enfants naissent tous les ans avec 2 mères, au prix d'un parcours long, coûteux et compliqué à l'étranger. Je préfère me dire que c'est possible. Mais je n'oublie jamais que c'est injuste. Que mon pays ne garantit pas les mêmes droits aux femmes selon qu'on soit hétéro ou pas. Au-delà du manque de courage politique, le traitement médiatique de la PMA donne l'impression qu'on parle de quelque chose de totalement neuf, d'une méthode scientifique nouvelle. Sauf qu'en fait, la PMA, ça existe depuis longtemps, et ça concerne beaucoup de couples hétéros. Et peut-être qu'on préfère maintenir l'illusion qu'il n'y a jamais de problème de fertilité chez les couples hétéros. C'est parce qu'on propose de dépasser l'aspect hétérocentré de la PMA qu'elle devient un problème. Et ça se voit dans tous les arguments qui s'opposent à son ouverture. Mais pour bien comprendre ça, il nous faut 2 temps, 2 épisodes, qu'on va passer en compagnie de la journaliste Maëlle Lecor. Elle a écrit La PMA pour les nuls. C'est un livre très synthétique et didactique qui fait le tour de la question. Dans le premier épisode, on va définir précisément ce que c'est la PMA aujourd'hui. Ça concerne qui, comment ça fonctionne, est-ce que c'est remboursé, etc. Et ça vous rappellera peut-être quelques cours de bio. Dans le deuxième épisode, on va analyser les arguments contre l'ouverture de la PMA aux couples lesbiens et aux femmes célibataires. Mais pour commencer, de quoi on parle quand on dit PMA ? Donc la PMA, c'est la procréation médicalement assistée. Dans la loi française, on a tendance à plutôt parler d'assistance médicale à la procréation, donc l'AMP. Mais c'est vrai que le terme de PMA, il s'est installé, on va dire, dans le débat public pour englober les techniques qui permettent d'avoir un enfant quand naturellement, c'est pas possible. Voilà, je schématise un petit peu vraiment volontairement. Mais voilà, c'est des techniques qui englobent, c'est plusieurs techniques qui permettent d'obtenir un enfant. Quand c'est pas possible, pour des causes d'infertilité, de stérilité, ou notamment aussi pour éviter la transmission d'une maladie grave à l'enfant. Voilà. L'infertilité et la stérilité, ce n'est pas la même chose. Alors, l'infertilité, c'est quand on a des difficultés à procréer, c'est-à-dire pour des raisons médicales, par exemple. Donc, c'est quelque chose auquel on peut remédier, par exemple, quand c'est dans une infertilité liée à une pathologie. Une stérilité, c'est un état définitif. Donc, on fait vraiment une distinction entre infertilité et la stérilité. Où, voilà. Pour schématiser, par exemple, dans un couple hétérosexuel, un homme infertile, par exemple, ce sera quand il a des spermes qui ne sont pas assez mobiles. Une stérilité, c'est quand il n'y a pas du tout de production de spermatozoïdes, par exemple. Voilà. Cette différence, elle va avoir son importance plus tard, gardez-la en tête. Ces techniques d'aide à la procréation, elles sont pas nouvelles, elles existent en France depuis 82. C'est la première FIV. On parle du premier, le bébé éprouvette, qui est une expression qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui. Vraiment, c'est hyper daté. Voilà, un des moments phares sur la question de la PMA en France, c'est 82. C'est le premier bébé éprouvette, c'est Amandine, qui est le premier bébé issu d'une fécondation in vitro. C'est-à-dire que la fécondation in vitro, c'est quand la fécondation est faite en laboratoire. On fait se rencontrer un spermatozoïde
et un ovule, et on les fait se rencontrer, ce qui crée la fécondation, c'est-à-dire que voilà, il y a une fusion entre les deux, et ça crée une cellule œuf, c'est-à-dire que chaque gamète, les gamètes, donc c'est les cellules reproductrices, donc d'un côté les spermatozoïdes, de l'autre les ovocytes, et voilà, ça va créer une nouvelle cellule. Chaque cellule amène sa moitié de patrimoine génétique, et ça donne un patrimoine génétique tout neuf, tout complet, et la cellule œuf va se diviser, et voilà, ça va créer au bout du compte un embryon. Voilà. Alors voilà pour la recette complète. En gros, quand on parle de PMA, on parle de 2 techniques. La fécondation in vitro, qu'on abrège en FIV, et l'insémination artificielle, qu'on appelle aussi l'IA. Alors, l'insémination artificielle, c'est le niveau le plus simple, c'est-à-dire que on injecte du sperme dans l'utérus, et ensuite les spermatozoïdes vont faire leur petit bout de chemin et arriver jusqu'à l'ovule, et voilà, il va y avoir une fécondation, normalement. Voilà. Ça permet de pallier à certains problèmes d'infertilité, par exemple une incompatibilité avec la glaire cervicale qui va empêcher les spermatozoïdes d'atteindre l'ovule. Voilà, donc ça peut se faire comme ça. L'insémination, elle peut se faire dans le cadre d'un couple hétérosexuel avec le sperme de l'homme, ou bien avec le sperme d'un donneur. Voilà, donc c'est une technique assez simple. Après, on a la fécondation in vitro, donc qui va être une technique un petit peu plus complexe, vu que, comme je le disais, elle se fait en laboratoire. Donc ça demande d'avoir à disposition du spermatozoïde et aussi des ovocytes. Donc ça veut dire qu'il faut à la base aussi prélever des ovocytes, qui est une technique un petit peu plus complexe aussi. Voilà. Si on résume, il y a une technique qui se passe directement, on va dire, dans le corps de la future mère, on va dire ça comme ça, et une autre technique qui se passe avec une vitro, donc du verre, du laboratoire, c'est donc ça. avec, on sort tout le matos, entre guillemets, on fait la cuisine, et ensuite on redépose... Et on remet ensuite. En gros, il parle en cuisine du coup, je vais tout voir dire Solène, mais c'est à peu près ça. Et donc du coup, quand tu parlais de 82, Amandine, en fait c'est ça, c'est quand on sort tout, on fait la FIV, et ensuite on réinsémine en fait, et le bébé naît. Donc ça c'est en 82 en France. Exactement. Alors c'est pas la première au monde. La première FIV, c'était en 78, c'est juste avant, en Grande-Bretagne. Donc c'était la petite Louise Brown. Donc voilà, c'était pareil, infertilité d'un couple. Et donc voilà, après beaucoup d'expérimentation, vu que c'est quand même des techniques assez pointues en laboratoire, l'insémination c'est quelque chose qui est possible depuis plus longtemps. Les premières techniques d'insémination, elles remontent au 19e. Donc voilà, c'était plus simple, on va dire. Là, on est vraiment sur des choses beaucoup plus pointues, beaucoup plus techniques, sachant en plus que la FIV, elle a été au fur et à mesure améliorée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des techniques qui permettent de faire en sorte qu'on injecte directement un spermatozoïde dans l'ovule. Donc voilà, il y a une manière de sélectionner aussi les spermatozoïdes pour voir quels sont les plus performants. Donc on est vraiment sur des choses qui ont évolué au fur et à mesure avec des techniques plus pointues. En France, par an, il y a environ 150 000 tentatives de PMA, toutes techniques confondues. En 2016, par exemple, l'Agence de biomédecine, donc, qui est une instance qui gère toute cette question de la PMA, il y a eu plus de 147 000 tentatives en tout d'aide médicale à la procréation. Et parmi ces 147 000, 42%, c'était des FIV. Voilà. Donc, c'est pour donner un ordre d'idée. Et ensuite, 35% les inséminations artificielles. Depuis quand il y a des lois qui existent en fait pour encadrer ces pratiques-là ? Les moyens sont arrivés, les moyens techniques sont arrivés, mais derrière, il a fallu effectivement légiférer sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, comment on le fait, qui a recours à ces techniques. Donc, effectivement, c'est venu ensuite, en fait. Donc effectivement, en 82, donc, on a le premier bébé éprouvette en France. Juste après, donc, Mitterrand est élu président en 81. Donc, peu de temps après, on a la création du CCNE, qui va être une instance qui va justement se pencher, donc le Comité consultatif national d'éthique, qui va justement se pencher sur cette question d'éthique. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on se donne le droit de faire, sachant qu'on a ces moyens-là. Voilà, est-ce qu'on a le droit de cloner, est-ce qu'on a le droit de manipuler le vivant, etc. Voilà, c'est pour répondre à toutes ces interrogations qui sont d'ordre moral, philosophique, technique, médical, etc. Et ensuite, les premières lois de bioéthique, elles sont votées en 94. Donc voilà, c'est vraiment pour commencer à baliser un peu le chemin sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qui a le droit d'avoir recours à la PMA, qui a le droit de donner des gamètes, etc. Voilà. Mais entre 82 et 94, il n'y a pas de loi. Donc, ce qui est paradoxal aujourd'hui, vu qu'on parle notamment de l'ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes seules, qui jusqu'à aujourd'hui n'y ont pas encore droit. Seuls les couples hétérosexuels peuvent avoir accès aux techniques d'aide médicale à la procréation. Pendant cette petite dizaine d'années, on va dire,
tout le monde a pu avoir droit à la PMA, en fait. Tout le monde, voilà. Donc, il y a quelques couples de lesbiennes, quelques femmes célibataires qui ont pu accéder à la PMA sur ce petit laps de temps. Et puis après, la parenthèse s'est refermée, on va dire. Alors en 1994, c'est la première loi de bioéthique qui referme la parenthèse et elle pose un principe qui est toujours valable aujourd'hui. Pour bénéficier d'une PMA, déjà, il faut être en couple. Déjà. La première chose, en 1994, on dit un couple composé d'un homme et d'une femme. Voilà, donc ça, c'est quelque chose c'est établi, c'est quelque chose qui, depuis, n'a pas bougé. Il y a des petites choses subtiles qui ont bougé, c'est-à-dire que l'obligation d'être marié, par exemple, a été levée. Voilà, ce genre de choses. Si on peut détailler ça, du coup, c'est marqué, le fait que ce soit un couple composé d'un homme et d'une femme. Oui, tous les deux vivants et en âge de procréer. Voilà, c'est les choses qui sont écrites noir sur blanc dans la loi. Et donc la relation entre les deux, tu dis que ça a évolué, c'est-à-dire ? Par exemple, en 2011, la loi n'obligeait plus à fournir une attestation de 2 ans de vie commune. Donc voilà, c'était plus une obligation de devoir attester d'avoir tant d'années vécues ensemble en couple pour un homme et une femme. Oui, parce qu'à un moment, il fallait être marié, pacsé ou en concubinage, ou en tout cas, il fallait apporter la preuve d'une vie commune. Pour l'âge et le fait d'être vivant, voilà l'explication du pourquoi. Il faut être en âge de procréer, bien sûr. Tous deux vivants, ça peut paraître aussi une espèce d'aberration, mais en fait, voilà, il y a la question de la PMA post-mortem qui rentre en ligne de compte, c'est-à-dire à partir du moment où un couple a fait des démarches de PMA et que l'un des, par exemple, le mari vient à décéder, est-ce que la femme a le droit d'utiliser son sperme pour avoir recours à une insémination ou à une FIV? Voilà, donc c'est des questions qui sont un petit peu techniques, mais voilà, qui sont arrivées dans le débat aussi des lois de bioéthique. Et la limite d'âge, alors c'est aussi une limite liée au remboursement, c'est-à-dire que la PMA n'est plus remboursée à compter du 43e anniversaire, voilà, de la femme. Voilà. Je dois quand même avoir une raison d'avoir accès à une PMA. Ça peut pas être ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas n'importe quel couple qui arrive au guichet en disant bonjour, en fait, on voudrait avoir accès à une PMA. Il faut quand même avoir une raison médicale, entre guillemets, d'y aller. Alors oui, une raison médicale, c'est-à-dire que soit on a un diagnostic d'infertilité ou de stérilité, c'est-à-dire qu'on a essayé d'avoir un enfant pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça ne marche pas, donc on est orienté vers des spécialistes de l'infertilité qui nous font faire une batterie de tests pour voir où est le problème. On trouve le problème, soit on trouve un moyen de résoudre ce problème, soit on dit « Ok, vous pouvez vous tourner vers la PMA qui va vous permettre d'avoir un enfant ». Voilà, donc et parfois, dans ces cas-là, il y a pas on ne trouve pas. Voilà, on fait des tests, on ne trouve pas. Dans ces cas-là, on oriente aussi vers la PMA, de toute manière. Voilà. Sont donc orientés vers la PMA des couples composés d'un homme et d'une femme de moins de 43 ans, qui sont tous les deux vivants, qui veulent un enfant et qui sont infertiles ou stériles. Bon, et ça concerne combien de naissances ? Les derniers chiffres de l'INED, l'estimation, c'était qu'un enfant sur 30 est né d'une des techniques d'aide médicale à la procréation. Voilà. Et qu'à la fin de l'année 2019, donc ça va être un petit peu plus élevé maintenant, mais en tout cas, il y avait en France 400 000 enfants qui étaient issus d'une FIV. Voilà. D'une FIV, donc spécifiquement ? Ouais, spécifiquement. Et depuis, en fait, que la FIV existe en France ? Voilà. Donc en tout, il y a... Voilà, c'est le nombre de naissances totales de ces enfants, donc qui aujourd'hui sont des adultes, par exemple. Donc il y a 400 000 Français, en fait, qui sont nés parce qu'il y a eu une FIV qui a été pratiquée avec leurs parents, en gros, si je résume. Et c'est un chiffre qui est en augmentation sur les dernières années. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'enfants qui naissent grâce à des techniques de procréation médicalement assistées. Oui, il y a une légère augmentation, on va dire. Voilà, moi, les chiffres que je peux donner, par exemple, c'est qu'en 10 ans, on est passé de 2,6% des naissances. Ça, c'est un chiffre en 2009. 2014, on était à 3,1. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en augmentation, effectivement. C'est lié à plusieurs choses, notamment aussi parce que l'âge de la mère à la naissance du premier enfant est en augmentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des enfants globalement plus tard. Ce qui veut parfois dire aussi, c'est qu'on a plus de difficultés à procréer, vu que, voilà, à partir d'un certain âge, effectivement, avoir un enfant est un peu plus compliqué. C'est pas une règle d'or, c'est pas valable chez toutes les femmes, mais en tout cas, effectivement, avoir un enfant à 25 ans ou à 40 ans, c'est pas la même chose.
Tu disais tout à l'heure aussi qu'il y avait l'idée d'un remboursement de la PMA. Est-ce qu'il faut qu'on précise aujourd'hui, si je veux faire une PMA, que je suis en couple hétéro, est-ce que ça va être pris en charge par la sécurité sociale ? Oui, ça va être pris en charge. Alors, il y a un certain nombre de tentatives d'insémination artificielle ou de FIV en fonction vers quelle technique tu es orienté, en fonction des besoins, en fonction de l'infertilité, etc. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a 6 tentatives d'insémination artificielle qui vont être remboursées et 4 tentatives de fécondation in vitro qui vont être remboursées par la sécurité sociale. Tout ce qui va être lié spécifiquement à l'insémination ou à la FIV va être pris en charge. Après, voilà, s'il y a des coûts annexes de type du recours à certaines médecines alternatives, de la sophrologie ou de la naturopathie ou ce genre de choses, ce sera aux frais de la personne. Mais effectivement, tout ce qui est lié à la FIV ou à l'IA est intégralement remboursé par la sécurité sociale. Voilà pour la technique de la PMA elle-même. Et quand on parle de PMA, on a tout de suite l'impression qu'on va parler de don de gamètes, par exemple, alors qu'en fait, très peu de PMA se font avec don. Alors le don, en fait, c'est grosso modo 5% des naissances liées à des inséminations artificielles ou à des fécondations in vitro. Donc en fait, c'est très très minoritaire. Si on regarde sur l'ensemble, bien sûr. Mais voilà, c'est très minoritaire. Après, voilà, effectivement, vu le contexte de révision des lois de bioéthique, c'est quelque chose qui est assez présent, vu que voilà, on s'oriente peut-être vers une révision des dispositions liées au don, liées à l'anonymat du don, notamment, vu que le don en France répond à 3 grands principes, c'est-à-dire l'anonymat, la gratuité et le volontariat. C'est-à-dire que c'est des donneurs volontaires qui sont complètement anonymes et qui ne sont pas rétribués ou rémunérés pour leurs dons. Voilà. Donc aujourd'hui, mettons je veux faire un don, comment ça se passe ? Alors, c'est pas la même chose pour un don de spermatozoïdes ou un don d'ovocytes, c'est-à-dire qu'un don de spermatozoïdes. Donc, il y a déjà une première étape d'information, c'est-à-dire un entretien. À partir du moment où on veut faire un don, voilà, on est reçu et on reçoit toutes les informations pour prendre une décision en toute connaissance de cause, de savoir ce que ça implique. Voilà. Notamment pour cette question d'anonymat du don, voilà, je pense que la question de est-ce que si un enfant naît de mes gamètes, est-ce qu'il aura l'occasion, est-ce qu'il aura la possibilité de me recontacter, de me rencontrer, d'en savoir plus sur moi, etc. Donc voilà, je pense que c'est des questions qui sont très légitimes. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Voilà, on donne ces gamètes et ce qu'il adviendra de ces gamètes, on n'en saura jamais rien. Est-ce qu'un enfant naîtra ? Est-ce que plusieurs enfants naîtront ? Voilà, ça restera complètement non su. Donc voilà, il y a une première étape d'information. Ensuite, il y a toute une étape d'examens médicaux pour voir s'il est possible de faire un don, c'est-à-dire si on n'est pas porteur d'une maladie, si on n'est pas porteur d'une IST, notamment pour un don de sperme, etc. Il y a la signature évidemment d'un formulaire de consentement. Il y a la signature aussi d'un formulaire de consentement si jamais on est en couple avec quelqu'un. C'est important de le noter. Que le ou la partenaire, en fait, doit donner son accord à ce que son conjoint, sa conjointe fasse un don. Voilà, ça fait partie des étapes, on va dire. Donc dans notre conception en fait du don, en fait, il y a toujours le couple qui prévaut. Complètement. Il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant qui a sauté en 2011, c'est que un donneur ou une donneuse devait impérativement au départ avoir déjà procréé. C'est-à-dire si moi je voulais donner mes ovocytes avant 2011, il aurait fallu que j'ai déjà des enfants avant. Ça c'est une disposition qui a sauté. Donc aujourd'hui, on n'est plus tenu d'avoir eu des enfants si on veut donner ses gamètes. Voilà. Et ensuite, donc pour un don de spermatozoïdes, le prélèvement se fera par masturbation, tout simplement. C'est vraiment la technique la plus simple, on va dire. Pour un don d'ovocytes, c'est un petit peu plus complexe. Ça prend plus de temps. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée qu'on va devoir prélever des ovocytes. Pour que des ovocytes soient prélevables, il faut faire une stimulation ovarienne, c'est-à-dire une prise d'hormones, avec une surveillance, c'est-à-dire qui va s'accompagner c'est sur un temps beaucoup plus long, un don d'ovocytes. Ça se fait pas en une journée. Ça prend plus de temps. Donc, il y a une stimulation ovarienne, une prise d'hormones qui va devoir être surveillée, c'est-à-dire il va y avoir des prises de sang, des échographies pendant une dizaine de jours de manière quotidienne. Et ensuite, l'ovulation est déclenchée, ce qui va permettre de prélever ce qu'on appelle les follicules, c'est-à-dire qu'on ne prélève pas des ovocytes, on prélève des follicules, c'est des petits sacs qui contiennent ces ovocytes. Et on en prélève plusieurs, d'où l'intérêt de la stimulation, c'est qu'on a fait en sorte qu'il y ait plusieurs follicules à prélever. Le but, c'est d'en prélever un maximum, bien sûr sans mettre en danger la personne, parce qu'une surovulation serait aussi un problème. Et ensuite, il y a un prélèvement donc, qui se fait à l'hôpital. C'est une journée d'hospitalisation.
Et ensuite, c'est vraiment, ça prend plus de temps, c'est plus contraignant. Il s'agit quand même de prendre des hormones. Donc on met aussi son corps un petit peu à l'épreuve pour un don d'ovocytes, ce qui va pas être la même chose pour un don de spermatozoïdes. Et une fois ces dons réalisés, les gamètes sont conservés dans des centres spécialisés, les CECOS, avec un C. Donc, c'est les centres d'études et de conservation des œufs et du sperme. Donc voilà, c'est là où on garde toutes ces gamètes qui sont collectées via les donneurs. Et anonymisées. Voilà, tout à fait. Et on y fait appel dans le cas d'une PMA où on a besoin d'un matériel génétique, de gamètes, parce que le couple qui fait la PMA n'en a pas assez, ou en tout cas n'a pas moyen d'utiliser ses propres gamètes. Voilà, tout à fait, pour différentes raisons, à cause d'un risque de transmission d'une maladie, par exemple, parce que la personne ne produit pas d'ovocytes ou de spermatozoïdes. Voilà, il y a plusieurs raisons qui font qu'on oriente vers un don. Voilà, et faire appel au don, c'est rare. Tout à fait. Oui, tout à fait. Là, c'est 5%, donc c'est assez peu sur l'ensemble des couples qui ont besoin d'avoir accès à la PMA. Cependant, même si c'est assez peu, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même en situation de pénurie de gamètes en France, c'est-à-dire que l'offre n'est pas égale à la demande. Il y a plus de demandes que de gamètes disponibles. En fait, aujourd'hui, on n'a pas assez de donneurs et de donneuses, donc ce qui crée aussi énormément d'attentes, énormément de délais d'attente. On est environ sur 18 mois quand un couple hétérosexuel a besoin d'un don de sperme. On monte facilement à 2 ans, à 3 ans, dans le cas d'un don d'ovocytes, d'un besoin de don d'ovocytes. Donc c'est vraiment très long. Et ce qui pousse notamment certains couples hétérosexuels à aller à l'étranger, où il est plus facile d'avoir accès à des gamètes. Alors, maintenant qu'on a posé toutes les bases, on parle de tout ça parce qu'on est actuellement en train de réviser les lois de bioéthique. Alors, on est encore dans le processus législatif d'une révision des lois de bioéthique, c'est-à-dire que donc les lois de bioéthique qui ont été votées pour la première fois en 1994, elles sont revues régulièrement, vu que les progrès de la médecine, l'ensemble de progrès techniques fait que il faut faire aussi évoluer les lois en accord avec tout ça. Il faut aussi faire évoluer les lois en fonction de comment la société évolue, c'est-à-dire que la société de 94, elle n'a rien à voir avec notre société aujourd'hui. Et donc, régulièrement, on a changé, on a modifié des choses, on a annulé, on a ajouté des choses dans ces lois de bioéthique qui couvrent la PMA, mais pas que. Il y a beaucoup de choses dans les lois de bioéthique. Là, on se focalise vraiment sur la PMA, mais c'est aussi la recherche sur embryons, la question de la fin de vie, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Bon, aujourd'hui, on va parler que de la PMA, mais voilà, c'est beaucoup de choses. Et la PMA, effectivement, elle a cristallisé beaucoup de choses sur cette révision. Déjà aussi, oui, les révisions, elles ont lieu grosso modo tous les 7 à 8 ans, donc c'est-à-dire que les premières lois ont été votées en 1994. Ensuite, il y a une révision en 2004, en 2011, et là, du coup, la révision que l'on vit actuellement, elle a commencé en 2018 par une consultation citoyenne. Ce qui était un petit peu inédit, c'est-à-dire que afin de prendre un peu la température, le CCNE, donc le Comité consultatif national d'éthique, a mis en place une consultation pour recueillir les avis et les propositions de la population. Et c'est vrai qu'on a vu que parmi les nombreux sujets de la bioéthique, la PMA constituait un enjeu très très fort auprès de la population. C'était vraiment l'enjeu qui ressortait le plus sur cette question-là. Aujourd'hui, ce qui est le plus en avant sur cette question de la révision des lois de bioéthique par rapport à la PMA, c'est la question de l'extension de l'accès à la PMA à toutes les femmes, c'est-à-dire aux femmes célibataires et aux couples de femmes qui, à l'heure actuelle, sont encore exclus de la PMA, vu que la PMA n'est accessible que pour les couples hétérosexuels. Et la PMA, on en discute depuis environ 2012. Donc c'est un sujet politique récurrent, c'est un dossier qui se traîne, quoi. Ouais, on va dire que ça se traîne, ouais. C'est vraiment le mot que j'utiliserais, ça traîne, ça prend du temps. Et ça a été aussi beaucoup repoussé. C'est-à-dire que en 2013, quand la loi du mariage pour tous est votée, donc la gauche, donc, qui a porté ce texte, cette évolution du mariage et de l'adoption pour tous, a dit la PMA arrive tout de suite derrière, ne vous inquiétez pas, on arrive avec la PMA, on arrive avec une réforme de la filiation.
vu que la question de la filiation est aussi très importante à ce sujet, on y reviendra peut-être. Et finalement non, parce qu'il y a eu sans doute une peur d'alimenter encore l'opposition au mariage pour tous qui avait été extrêmement virulente et extrêmement violente. Donc on a progressivement renoncé jusqu'à ce qu'en 2014, Manuel Valls, donc à l'époque Premier ministre, dit il n'y aura pas de PMA et il n'y aura pas de PMA. Voilà, pour schématiser. Donc, en 2017, donc Emmanuel Macron est élu et c'est vrai qu'il y a cette attente que la PMA soit enfin à l'ordre du jour. C'est encore à nouveau, on va dire, fait avec des pieds traînants. C'est-à-dire qu'on nous dit oui, il faut attendre le CCNE. Il n'a pas encore dit qu'il était d'accord. Bon, ça fait un peu des années qu'on attend le CCNE. Il faut que le Conseil d'État aussi, il faut dire que d'accord. Puis l'Ordre des médecins est d'accord aussi. Puis l'opinion publique est d'accord aussi. Donc, bon, tout le monde est d'accord, mais bon, ça ne se fait pas encore. Et finalement, voilà, il y a enfin cette consultation citoyenne qui est mise en place en 2018. Donc, tous les feux sont au vert, en fait. Voilà, ça traîne encore un petit peu vu qu'il y a d'autres choses qui sont intervenues entre-temps, c'est-à-dire notamment une pandémie mondiale qui a ralenti un petit peu le processus législatif. Mais voilà, en tout cas, là, on est arrivé à une étape... voilà, on n'a jamais été aussi loin. Pour l'instant, le processus législatif est en route, donc ça, c'est une très bonne chose déjà. En avril 2021, on en est où dans le processus législatif ? La dernière étape passée, c'était le Sénat. Pour la seconde lecture du texte, c'était en février 2021. Et alors, on ne s'y attendait pas du tout, mais les sénateurs, dans un grand cafouillis, ont rejeté l'ouverture de la PMA. Et là, maintenant, la prochaine étape, c'est la dernière lecture à l'Assemblée nationale. Quand ? On ne sait pas. La date n'est toujours pas fixée. Et qu'est-ce qu'il y aura dans le texte final ? On ne sait pas non plus. Mais si on part du principe que les députés vont retricoter une version du texte qui ressemble à l'ancienne version, qui leur allait bien, ça devrait ressembler à ça. Alors, le texte prévoit que la PMA soit étendue, l'accès à la PMA soit étendu aux femmes, quelle que soit leur situation maritale ou leur orientation sexuelle. Donc en termes d'accès, voilà, c'est-à-dire qu'on va harmoniser et faire en sorte que l'accès à la PMA soit le même pour les couples de femmes et pour les femmes célibataires que pour les couples hétérosexuels qui ont déjà accès. Donc voilà, ça veut dire condition d'accès, ça signifie aussi le remboursement, parce que la question du remboursement, à plusieurs reprises, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, a été un petit peu délicate, c'est-à-dire que certaines personnes estimaient qu'il n'était pas normal qu'on puisse rembourser aussi la PMA pour les femmes célibataires et pour les couples de lesbiennes. Donc ça c'est une première chose. Il y a la question aussi de l'autoconservation des ovocytes qui était très importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour faire conserver ces ovocytes en vue de pouvoir avoir un projet parental plus tard, c'est-à-dire faire en sorte de préserver sa propre fertilité, ça c'était pas possible en France, donc ça va être quelque chose qui va évoluer, parce qu'avant ça une femme qui veut faire conserver ses ovocytes était obligée par exemple d'aller en Espagne, ce qui est un coût non négligeable. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui vont avancer sur la question de la fertilité et de l'accès à la PMA. Puisqu'on parle d'Espagne, on peut en profiter pour rappeler que, en attendant que la loi passe, les Françaises célibataires et en couple lesbien, elles font autrement pour être mères. Alors, il y a plusieurs possibilités aujourd'hui pour ces couples et pour ces projets de famille. Déjà, aller à l'étranger. En Belgique, en Espagne, donc des pays frontaliers qui permettent aux femmes célibataires, aux couples de femmes d'avoir accès à la PMA. Ce qui représente effectivement un coût. Tout le monde ne peut pas se permettre aujourd'hui de prendre des congés, de voyager à l'étranger. Puis le coût en tant que tel aussi, parce qu'évidemment, quand on fait une PMA en Espagne, on n'est pas remboursé en France. Il y a aussi la possibilité de faire appel à un donneur de son entourage, c'est-à-dire un ami, par exemple, voilà, qui va accepter de donner son sperme pour aider à un projet parental, sans évidemment derrière reconnaître l'enfant. Ou alors, des fois, on reconnaissait l'enfant dans un contexte de coparentalité, par exemple, une femme célibataire qui hésite de faire un enfant avec un autre ami célibataire qui va peut-être vouloir s'investir dans la vie de l'enfant. Et dans ces cas-là, on a comme un contexte de couple divorcé, c'est-à-dire deux foyers différents qui élèvent un enfant et qui partagent la filiation. Voilà, donc c'est des choses qui sont possibles aujourd'hui, qui sont, on va dire, les alternatives au fait que quand on est en couple avec une femme ou quand on est une femme célibataire, aujourd'hui on peut pas, on n'a pas accès, on est exclu de la PMA. Quand on parle de coût, pour vous donner une idée,
Une insémination artificielle, c'est environ 1 000 €. Une fécondation in vitro, c'est plutôt autour de 5 000. Voilà, c'est autour. Après, voilà, c'est fluctuant parce que ça dépend combien de tentatives on fait. Donc voilà, c'est vraiment, on va dire, un coût moyen voilà, qui est remboursé par la sécurité sociale. C'est des coûts assez élevés, notamment, ça dépend où est-ce qu'on va, ça dépend à quelle technique, si on fait une insémination, si on fait une FIV. Voilà, donc ça dépend de beaucoup de choses. Hein, c'est vraiment, mais effectivement, c'est des coûts assez importants. Oui. C'est un investissement financier, c'est un investissement aussi psychologique et émotionnel qui est très très lourd pour ces personnes qui doivent aller à l'étranger. Oui. Et la PMA à l'étranger, ça concerne aujourd'hui plusieurs milliers de Françaises. Alors, le CCNE avait estimé que c'était 2 000 à 3 000 femmes, sachant aussi que aujourd'hui, quand on parle de la PMA à l'étranger, on le disait tout à l'heure, hein, mais il y a aussi des couples hétéros qui font face à des difficultés en France parce que les délais d'attente sont trop longs, parce qu'ils ont besoin d'avoir accès à des techniques plus perfectionnées, plus sophistiquées, et ils vont par exemple en Espagne où on a des techniques de PMA. Voilà, l'Espagne est assez à la pointe sur ces techniques. Donc effectivement, c'est pas négligeable, mine de rien. C'est quand même plusieurs milliers de personnes qui vont à l'étranger parce que la France ne répond pas à ces besoins-là. Précision importante, si un couple de lesbiennes va en Belgique, par exemple, avoir un projet de PMA, il y a une mère qui, du coup, est automatiquement reconnue mère. Une fois en France, c'est la mère qui a porté l'enfant. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite ? Alors, aujourd'hui, la filiation en France, elle est fondée sur l'altérité sexuelle, c'est-à-dire un couple hétéro qui a un enfant. Donc, voilà, l'enfant est obligatoirement, de manière automatique, reconnu comme étant l'enfant de sa mère et de son père, peu importe si c'est son père biologique d'ailleurs. On n'imaginerait pas qu'un père doive faire des démarches d'adoption, par exemple, pour adopter son propre enfant. Pourtant, c'est ce qui arrive quand on est un couple de femmes, c'est-à-dire la mère biologique accouche, elle est reconnue comme le parent de l'enfant. La mère dite sociale, celle qui n'a pas accouché, mais qui n'en est pas moins le parent de cet enfant, va devoir faire des démarches d'adoption, c'est-à-dire que ce couple va devoir se marier et mettre en place un dossier d'adoption pour que l'enfant soit légalement reconnu comme l'enfant de la mère sociale. C'est des démarches qui sont longues, qui sont coûteuses, et c'est quelque chose qui n'a pas évolué depuis l'adoption du mariage pour tous en 2013. Donc, il y a aussi ce besoin, c'est-à-dire que l'accès à la PMA, l'ouverture de l'accès à la PMA pour les couples de femmes va aussi devoir s'accompagner derrière d'une réforme de la filiation. Ça ne peut pas se faire sans. On ne peut pas continuer à avoir des délais de 1 an à 2 ans pour qu'une mère sociale soit reconnue comme le parent de son enfant. Et ce qui plonge aussi ces familles-là dans des situations d'insécurité. Si jamais il arrive quelque chose à la mère biologique, le lien de filiation n'est pas établi entre l'autre mère et l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant peut lui être retiré, en fait, vu qu'elle n'est personne en théorie pour cet enfant. Donc c'est quand même, on est sur des situations qui peuvent être littéralement dramatiques, en fait. Et c'est prévu dans le texte actuel, en fait, de révision de loi de bioéthique. Qu'est-ce qui est prévu pour ça exactement ? Alors, il y a tout à fait une question de réforme, d'avancée sur la filiation. Ça ne fait pas l'unanimité chez les associations, notamment chez certaines associations non parentales. Mais effectivement, maintenant, il va y avoir une forme... Ça va être une automatisation, mais disons qu'il va y avoir une démarche qui va permettre d'anticiper la reconnaissance de la filiation en amont de la naissance de l'enfant. Donc on va vers une amélioration, effectivement, mais ça reste... Il n'y a pas d'automatisation, c'est-à-dire qu'une mère sociale ne va pas pouvoir se présenter au bureau d'état civil pour déclarer son enfant. Ça va pas être... on va encore être sur deux traitements. Alors, ce qui va se passer, c'est ce que la loi prévoit, c'est une reconnaissance conjointe anticipée devant un notaire. C'est-à-dire que va falloir faire cette reconnaissance, cette déclaration au préalable. Mais effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas demandé aux couples hétérosexuels, par exemple. Donc voilà, on va être encore sur quelque chose d'un peu différent, qui n'est pas une automatisation, qui n'est pas une reconnaissance de la parenté, du lien de parenté de la filiation entre l'enfant et ses parents. Voilà pour l'état des lieux. Pour mieux comprendre ce que signifie engager un parcours de PMA en France quand on est une femme hétéro et en couple, je vous recommande la BD de Marie Dubois, Un bébé si je peux. Et pour un parcours de femme célibataire, il y a la série d'Adila Benedjaizou pour les pieds sur terre qui s'appelle PMA hors la loi. C'est excellent, foncez l'écouter. Et sur l'adoption
par une mère de son propre enfant porté par sa compagne. Il y a le documentaire L'autre mère de Mathilde Garmont-Pré pour Arte Radio. Je vous mets d'autres recommandations sur le site de Binge Audio et sur mon compte Insta. D'ailleurs, si vous voulez nous écrire à Solène, qui réalise les épisodes de Camille, et à moi-même, vous pouvez le faire sur Insta ou sur Twitter ou à camille@binge.audio. Dans le prochain épisode, on répond aux principaux arguments qui s'opposent à l'ouverture de la PMA pour montrer en quoi le problème, c'est bien sortir d'un modèle hétéro.